de forte participation à ce deuxième webinaire organisé en partenariat EA Éco-entreprise et le GREC Sud, qui depuis un certain temps maintenant nous permet de sensibiliser l'ensemble de notre écosystème aux problématiques de changement climatique en présentant des focus spécifiques sur certains territoires de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisque comme vous le savez ou pas, pour ceux qui ne connaissent pas EA Éco-entreprise, le bien fondé de notre association est de regrouper des entreprises porteuses de solutions dans le domaine de la transition écologique, mais bien évidemment aussi d'engager le maximum d'acteurs, qu'ils soient publics ou privés, vers ce changement de paradigme absolument nécessaire qui est la transition écologique. Et donc, grâce au GREC Sud, nous essayons de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux forts qui s'annoncent pour ces prochaines années, même aujourd'hui même, hein, on le voit actuellement. Et donc, bien évidemment, derrière, notre objectif est de proposer des solutions qui sont portées par les entreprises de notre réseau. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Maître Lionel Roche, donc membre d'EA Éco-entreprise, vice-président d'EA Éco-entreprise, en charge de la thématique défis climatiques et énergie renouvelable, qui va donc vous faire une introduction pour ce deuxième webinaire. Bon, Lionel, merci Valérie, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'ouvrir cette nouvelle session avec le GREC Sud. Et Philippe, on t'a choisi une séquence avec une actualité qui correspond parfaitement à ce dont tu vas nous parler, vu la hausse des températures que nous subissons tous actuellement. EA Éco-entreprise est un cluster qui a été créé il y a 26 ans aujourd'hui, qui est implanté au niveau de son siège sur le pôle de l'Arbois à Aix-en-Provence, avec également un bureau à Nice, sur le territoire de la métropole de Nice. Et donc, nous essayons de développer des actions sur l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. À ce jour, nous rassemblons plus de 162 membres. Ça va de la start-up à l'ETI, des organismes de formation, de recherche et de financement. On est ouvert dans le cadre de nos actions, sur lesquelles je reviendrai, à de très fortes collaborations avec les acteurs du territoire et au premier rang les collectivités territoriales, que ce soit de petites communes comme les métropoles et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec laquelle nous avons de très nombreux partenariats qui se traduisent par la création de manifestations, la participation à différentes manifestations, mais comme à des interventions sur les salons qui sont importants dans le domaine de la transition écologique et énergétique, comme Polytech et le Salon des maires notamment. Donc, dans le cadre de notre organisation, on est organisé en groupes de travail qui recouvrent des thématiques très larges comme les déchets, l'eau, enfin la gestion de l'eau, les énergies renouvelables, le photovoltaïque, le financement de l'innovation. Et on déroule ces GT avec des actions de développement sur les territoires dans le cadre de partenariats, comme je l'ai dit, avec la région. Alors pourquoi nous avons souhaité organiser un partenariat avec le GREC Sud? Bien qu'on nous parle de plus en plus du changement climatique, c'est encore un sujet difficile à comprendre dans toutes ses dimensions. Et surtout, et c'est ça qui est important, et on l'a vu lors de la première édition et l'intervention de Philippe, c'est de bien comprendre à la fois ce qui est devant nous, mais comment concrètement ça va se traduire sur nos territoires. Et en fait, c'est cette compréhension la plus pratico-pratique, je dirais, des impacts du changement climatique sur nos territoires, qui est extrêmement important pour tous les acteurs, que ce soit des acteurs publics à la tête des collectivités territoriales, comme des acteurs privés, pour bien intégrer
tous ces effets et travailler sur les innovations et les actions à mettre en œuvre ensemble dans le cadre d'actions de partenariat pour faire face aux défis qui sont devant nous. Et en fait, cette intervention permet de faire un focus spécifique sur un territoire donné et pas uniquement ou seulement à l'échelle de la région. C'est tout le sens du partenariat que nous avons monté avec le GREC Sud. Et donc, je suis très heureux de lancer ce deuxième webinaire et je passe la parole à Philippe Rossello qui va nous régaler sur tout ce sujet et ses effets. Merci à toutes et à tous pour votre participation. À toi, Philippe. Merci Valérie, merci Lionel pour ces introductions. Alors je ne sais pas si je vais régaler, mais en tout cas je vais parler de ces impacts du changement climatique à la fois à l'échelle régionale et métropolitaine. Alors pour cette métropole Aix-Marseille-Provence. Et je vais partager tout de suite la présentation et je vais débuter. Alors simplement, merci de me confirmer que vous avez la présentation devant les yeux. Oui, c'est bon, on la voit. Très bien. Donc, je me présente, Philippe Rossello, coordinateur et animateur du groupe régional d'experts sur le climat en Provence-Alpes-Côte d'Azur, appelé le GREC Sud. Alors, ce GREC Sud, eh bien, son rôle, si je simplifie, est de transférer les connaissances scientifiques sur le climat et le changement climatique. Alors, à qui? C'est à tous les publics. Alors, au départ, c'est vrai que c'était plutôt en 2015, en tout cas, quand le GREC Sud a été créé, c'était plutôt élus, décideurs, collectivités territoriales et gestionnaires. Et puis, depuis 2015, ce public s'est élargi et finalement, on s'adresse à tous les publics en essayant d'adapter à la fois nos outils, nos données, nos éléments à chacun des publics en fonction de leurs besoins. Donc, je le disais, partager les connaissances scientifiques et puis c'est accompagner les acteurs des territoires aussi pour s'engager résolument dans les transitions. Et quand je dis les transitions, ce sont les transitions énergétiques, environnementales, sociales, économiques, etc. Il y a une coprésidence avec Marie-Laure Lambert et Joël Guillot, une équipe d'animation qui est en place avec Antoine Nico et moi-même. Et puis, il faut savoir que le GREC Sud est porté par une association, l'Association pour l'innovation et la recherche au service du climat, avec un financement qui est principalement assuré, en tout cas pour la coordination et l'animation générale, par l'ADEME PACA et la région Sud. Et puis, sur projet, il y a d'autres partenaires. Donc, ce GREC Sud, important à retenir, est une interface sans société et donc rapproche la communauté scientifique des acteurs socio-économiques. Alors aujourd'hui, il y a à peu près 300 chercheurs qui sont actifs au sein du GREC Sud. Alors quand je dis actifs, c'est-à-dire qu'ils participent à des publications, ils participent à des événements. Donc, en fait, la participation est très variée. Mais ce qui est important, c'est de savoir que ces chercheurs sont aussi bien des physiciens de l'atmosphère que des psychologues de l'environnement, par exemple. Bien, en plus de ce réseau de chercheurs, un riche réseau de gestionnaires pluridisciplinaires. Quand je dis gestionnaires, c'est en fait tous les partenaires qui s'intéressent bien sûr aux questions du changement climatique et qui cherchent à dialoguer en fait avec les chercheurs, les experts en général. Voilà. Donc, parmi les activités du GREC Sud, bien sûr, il y a cette veille scientifique, il y a la publication de cahiers thématiques comme mer et littoral, ville, montagne, je ne vais pas tous les citer, et puis des cahiers territoriaux comme celui, par exemple, du PNR du Luberon ou de la métropole Aix-Marseille-Provence qui est sorti en 2018. Tous ces cahiers sont en accès libre. Si vous allez sur le site web du GREC Sud, vous pourrez y accéder. Alors, je disais, des événements aussi, journées thématiques. Alors, il y a eu des journées thématiques sur la précarité énergétique, le littoral, les zones humides, la forêt, etc. Et puis là, la semaine prochaine, mardi prochain, c'était le 21, il y a une journée santé et changement climatique à l'Université d'Avignon.
Alors, ce qui est important, c'est bon, il y a ce transfert de connaissances scientifiques, cet accompagnement, et il y a aussi cette collecte des besoins en fait hein, des acteurs régionaux. Ça veut dire que le Grec Sud écoute les acteurs régionaux qui expriment leurs besoins, et ces besoins sont remontés à la communauté scientifique pour que ça puisse éventuellement orienter la recherche à l'avenir pour pouvoir apporter des réponses à ces acteurs-là. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet hein, avec le changement climatique, avec une approche là d'abord globale, en régionale puis métropolitaine. Donc j'ai un diaporama qui est assez riche. Sur certaines diapos, j'irai très vite, mais il est assez riche parce que lorsque celui-ci sera mis à votre disposition, eh bien, vous aurez des éléments complémentaires. Donc, à savoir, hein, sur le réchauffement global, donc on a d'abord c'est ce changement climatique à l'échelle mondiale. Alors, la dernière décennie a été la plus chaude jamais enregistrée. Donc ça, c'est un fait. Hein, ce sont des données qui sont enregistrées par des stations météo et par différentes techniques aussi, quand on utilise la télédétection, par exemple. Il faut savoir que bon, la teneur en dioxyde de carbone de l'atmosphère a atteint un nouveau record en 2021 et on va voir ce que ça donne en 2022. Et ces 400 000 dernières années, la teneur maximale a atteint 300 ppm, c'est-à-dire parties par million. Donc, quand on est dans des oscillations, dans les fluctuations naturelles, on est environ entre 180 et 300 ppm. Et là, depuis le début de l'ère industrielle, la teneur en CO2 augmente dans l'atmosphère. Et puis aujourd'hui, on est autour de 415 ppm, ce qui est un événement d'abord, et c'est ce qui provoque en fait ce changement climatique rapide, parce qu'en 150 ans, on constate un réchauffement à l'échelle planétaire de 1,1 degré Celsius en moyenne, mais en réalité, c'est 1,5 degré sur les terres émergées. Donc, alors, souvent on entend, mais qu'est-ce que c'est 1 degré? Mais en fait, c'est beaucoup. Voilà, d'abord, c'est 1,5 degré sur les terres émergées. Ensuite, il y a des régions où ce réchauffement est plus important, par exemple en montagne, par exemple dans les régions polaires. Mais en réalité, cette augmentation, ce réchauffement va se traduire par des événements climatiques extrêmes, va se traduire par une hausse progressive de la température. Donc, on va le voir, ce réchauffement est en réalité majeur. Et puis, il faut savoir, hein, il y a un équilibre qui est rompu, il y a plus de carbone émis dans l'atmosphère que stocké ou séquestré dans les écosystèmes naturels, que ce soit les océans, les forêts, etc. Et il faut savoir qu'il y a une inertie des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est-à-dire que si on s'arrêtait aujourd'hui d'émettre des gaz à effet de serre, eh bien, le réchauffement continuerait pendant 20 ans ou 30 ans encore, parce que ces gaz restent dans l'atmosphère en une durée de vie. Et puis, ce qui vient renforcer aussi les impacts et les effets du changement climatique, et vient renforcer aussi ce réchauffement, ce sont les boucles rétroactives positives, on appelle ça, qui n'ont rien de positif, hein, comme la fonte du pergélisol, par exemple, donc la fonte, par exemple, des sols gelés en Sibérie, qui libèrent du méthane, qui est un puissant gaz à effet de serre. Donc voilà comment ça se traduit sur un graphique, cette augmentation de 1,1 degré. Et vous voyez que en fait, on a des fluctuations annuelles. Hein. Donc on a des années qui sont toujours chaudes, qui sont froides, etc. Donc il y a bien cette alternance, cette variabilité climatique naturelle. Mais la hausse générale est bien à la hausse. Et donc aujourd'hui, en moyenne, à 1,1 degré Celsius. Alors, les changements liés au système climatique sont sans précédent, vous l'avez compris, hein, depuis des milliers, voire des millions d'années, avec ces concentrations élevées de dioxyde de carbone, cette élévation du niveau de la mer, ce recul de la banquise, par exemple, le retrait des glaciers, donc ça, ce sont des exemples. Et donc, qui travaille sur ces projections climatiques? Ce sont bien sûr les scientifiques dans le monde entier, et puis il y a ce rapport du GIEC hein, qui sort régulièrement et qui met en évidence en fait ces changements. Donc la réalité du changement climatique dépasse les prévisions du GIEC. C'est systématique depuis qu'il y a des rapports du GIEC. Les scientifiques sont toujours en deçà de la réalité. Donc on ne peut pas les accuser d'exagérer.
Les activités humaines sont à l'origine du changement climatique, c'est une certitude. Et sans réduction rapide et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre, il sera impossible de limiter le réchauffement à 1,5 degrés Celsius ou 2 degrés Celsius si on se rapporte à la COP 21 à Paris. Alors, si on réduit nos émissions de gaz à effet de serre, elles pourraient se faire sentir d'ici une vingtaine d'années, si elles sont suffisamment radicales. Donc, c'est quelque chose de positif, mais c'est vrai que quand on dit, bien, on va faire des efforts aujourd'hui, en fait, les effets, c'est pour dans 20 ans, c'est pour dans 30 ans. Mais ce n'est pas parce que c'est dans 20 ans ou 30 ans qu'il ne faut pas les faire, bien au contraire, il faut anticiper. Et puis d'abord, d'ici là, il faut limiter les effets du changement climatique avant d'espérer de stabiliser la température à un certain niveau et de, voilà, voire de la faire un petit peu redescendre. Alors, un rappel, et ça concerne tout particulièrement la métropole Aix-Marseille-Provence, avec son industrie, le transport, ses émissions liées aux bâtiments, enfin aux résidentiels, aux entreprises aussi. Donc, on doit réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990. Et on va même s'aligner, voilà, c'est pas encore tout à fait officiel, mais on y va, sur l'objectif européen, moins 55% par rapport à 1990. Donc, vous voyez l'effort à fournir d'ici 2030, ça c'est dans 8 ans. Et puis, on doit atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc, il faut savoir aussi que malgré tout cet effort, hein, si on réduit ces émissions de gaz à effet de serre, certains changements du système climatique sont irréversibles, comme la hausse de la température, au moins sur le long terme, j'entends, la hausse de la température des océans, l'élévation du niveau des océans, j'y reviendrai, la fonte de la calotte glaciaire du Groenland aussi, etc. Mais on peut ralentir ces changements dans certains cas. Donc, c'est là où l'action est déterminante et que l'action de tous est déterminante, que ce soit les acteurs publics, privés, que ce soit une collectivité, une entreprise, une association, les citoyens, etc. Voilà les 5 nouveaux scénarios du GIEC, hein, où il y a eu 3 derniers rapports du GIEC en août, février et avril dernier. Et on voit que cette hausse de la température varie en fonction des scénarios socio-économiques et donc varie en fonction des efforts que l'on fera aussi bien à l'échelle locale qu'à l'échelle globale. Et donc, vous voyez que si on est sur le scénario pessimiste, on irait vers une augmentation d'ici la fin du siècle de 5 degrés Celsius, ce qui est considérable. Entre une période interglaciaire et glaciaire, par exemple, c'est 4 à 5 degrés. Hein, donc là, par contre, ce sera un réchauffement en l'espace de 2 siècles. On aurait augmenté en moyenne de 5 degrés Celsius. Alors, c'est la moyenne mondiale. On est à 1,1. Ça veut dire, je vous le disais tout à l'heure, si c'est 5 en moyenne mondiale, ça sera peut-être 6, ça sera 7 sur les surfaces terrestres. En montagne, ça sera encore plus, etc. Donc, voilà les 2 scénarios, les hauts et très hauts, enfin pour les hautes émissions de gaz à effet de serre ou très hautes, à éviter absolument. Actuellement, on est plutôt, voilà, on est sur les scénarios pessimistes. Si on regarde les ambitions des COP, en tout cas de la COP de Paris, on est plutôt sur l'intermédiaire. Et donc, il faut faire davantage d'efforts pour aller vers ce 1,5 degrés Celsius ou 2 degrés Celsius. Alors, je vous parlais tout à l'heure, je vous disais que j'allais revenir pour la hausse, l'élévation du niveau des océans. Alors, regardez un petit peu, alors les modèles tournent jusqu'en 2100, hein, enfin en tout cas, on vous montre les résultats jusqu'en 2100, les scientifiques vous montrent jusqu'en 2100, mais en fait, ces modèles tournent sur une période beaucoup plus longue, avec plus on avance dans le temps, bien sûr, plus les incertitudes sont grandes. Mais on peut voir donc qu'en cas de scénario pessimiste, eh bien à la fin de ce siècle, on sera environ à 80-85 cm d'élévation du niveau des océans et des mers. Sur un scénario optimiste, on est plutôt à 40 cm, ce qui est déjà considérable. D'accord ? Donc, c'est là où, que ce soit scénario optimiste ou pessimiste, alors les enjeux, bien sûr, sont différents, les risques sont différents, mais même en cas de scénario optimiste, il y aura des effets. Et vous voyez que même si on arrive à réduire les émissions de gaz à effet de serre, eh bien, parce que la calotte glaciaire va continuer à fondre, parce que les glaciers vont continuer à fondre, parce que la température va dilater en fait les eaux des océans et des mers, eh bien, nous aurions une hausse
qui pourrait aller jusqu'à, par exemple, 1,50 m dès 2150. Et quand on est à l'échelle d'une ville, comme la métropole, enfin avec le littoral, par exemple, de la métropole Aix-Marseille-Provence, eh bien, il faut se poser des questions parce qu'en termes d'aménagement, ce n'est pas ces 10 prochaines années, mais ce sont les prochaines décennies, voire le prochain siècle. Donc, il faut y penser. Donc les événements climatiques extrêmes deviennent et deviendront plus fréquents. On y reviendra aussi dans la discussion, j'imagine, après. Donc plus fréquents et plus intenses, donc des fortes chaleurs plus fréquentes et plus intenses, des événements pluvieux plus intenses et plus fréquents, des sécheresses, pareil, qui augmenteront et qui augmenteront aussi en intensité, les risques de feu qui augmenteront aussi avec des feux qui seront plus fréquents avec des risques de méga-feux. Et puis l'océan, hein, réchauffement, acidification, perte d'oxygène, avec donc des conséquences sur les écosystèmes marins. Juste là, je ne vais pas vous expliquer, vous pourrez revenir, enfin je vais vous expliquer en 2 mots, mais vous pourrez revenir simplement pour vous dire que tout est lié entre les activités humaines, les écosystèmes, tout ce qui touche à la biodiversité, hein, enfin les écosystèmes qui incluent la biodiversité plutôt, et le changement climatique. Donc les sociétés humaines ont des effets, donc provoquent ce changement climatique. En même temps, ces sociétés humaines s'adaptent, on appelle ça la maladaptation parfois, donc mettre en place des actions qui ne sont pas bonnes, réduisent les émissions de gaz à effet de serre, donc un impact sur le climat. Ce changement climatique a un impact sur les sociétés humaines. Les sociétés humaines ont des impacts sur les écosystèmes. En même temps dégradent et conservent ou restaurent certains écosystèmes. Les écosystèmes amènent des services écosystémiques, hein, aux sociétés humaines. Et le changement climatique a des impacts sur les écosystèmes, et les écosystèmes peuvent atténuer en fait les effets du changement climatique. Et donc au milieu, il y a tous les risques auxquels nous pouvons être confrontés, donc aussi bien les écosystèmes que les sociétés humaines, et puis les risques qui touchent bien sûr au climat. Donc tout fonctionne ensemble. C'est pour ça qu'il faut essayer de trouver un équilibre. Bon, là, je vous laisserai aussi découvrir, mais le changement climatique, il y a les changements progressifs et les extrêmes climatiques. Changement progressif, baisse de la productivité agricole, par exemple, introduction d'espaces invasifs, bien sûr, tout ce qui touche aux températures élevées, au renforcement des îlots de chaleur urbains. Et puis, dans les extrêmes climatiques, on a les incendies, les épisodes méditerranéens, c'est-à-dire ces pluies diluviennes, les vagues de chaleur, les canicules, etc. Alors, l'évolution récente de la température à l'échelle régionale, donc là on était à l'échelle mondiale, on passe à l'échelle régionale, et bien depuis une soixantaine d'années, hein, donc en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en plaine, la température a augmenté de 1,7 degrés Celsius en moyenne, et un petit peu plus de 2 degrés Celsius dans les Préalpes et les Alpes du Sud. Donc vous voyez que dans la région, alors je vous disais tout à l'heure 1,5 degré Celsius sur les surfaces terrestres, eh bien c'est un petit peu plus dans notre région, c'est 1,7, en tout cas en plaine. Et on note une accélération en fait de ce réchauffement ces dernières décennies, avec une augmentation manifeste depuis les années 80-85. Et on voit que les températures en moyenne annuelle augmentent de 0,3 degrés par décennie. Alors, les températures moyennes, hein, en été, c'est un petit peu plus. Les températures moyennes annuelles sont plutôt de 0,4 à 0,5. Bon, ça, ce sont les projections climatiques à l'échelle régionale aussi, en fonction du scénario pessimiste en violet, intermédiaire en orange, et puis le trait rouge pour l'optimiste. Donc, vous voyez que pour les températures, eh bien, on retrouve cette hausse de la température, une hausse de la température d'ici 2100, enfin jusqu'en 2100, avec ces stabilisations pour le scénario optimiste d'ici 2050. Voilà, donc on le voit bien. Et puis pour les précipitations, le signal est beaucoup plus incertain, on va dire, pas très net, parce qu'on voit que les précipitations, en tout cas les cumuls annuels, se maintiendraient d'ici la fin du siècle, avec une baisse quand même pour le scénario le plus pessimiste, mais cette évolution, comme aujourd'hui, alors l'évolution future, mais c'est comme aujourd'hui, cache en fait des disparités régionales, hein, enfin en tout cas par exemple, enfin pas régionales, pardon, saisonnières. Donc on aurait des saisons où le régime des précipitations changerait davantage que pour d'autres. On va y revenir.
Donc là, j'ai repris, donc c'est les vagues de chaleur, donc c'est un graphique de Météo France. Donc c'est les vagues de chaleur qui sont enregistrées depuis 1947 à 2018, enfin même 2019 plutôt. Là, on les voit, elles sont ici, vous les voyez, 2003, 1947, 2019, etc. On peut avoir plusieurs vagues de chaleur sur une année, donc on peut avoir plusieurs bulles une même année. Et on voit ici eh bien, ce qui se passerait sur l'horizon 2035, c'est-à-dire la période 2021-2050, pour le scénario optimiste 2.6, c'est en orange, et en orange foncé, et puis en rouge, le scénario pessimiste, donc d'ici 2035. Et on voit que ces vagues de chaleur se caractérisent par une durée en jours, et par en fait un indicateur de température, c'est une température moyenne en fait dans la journée, que ce soit de jour comme de nuit. Donc là, on est, vous voyez, que d'ici, enfin en tout cas sur les 30 prochaines années, on aurait des vagues de chaleur qui dureraient plus longtemps, mais qui ne seraient pas forcément plus intenses, en tout cas au niveau de la température, que 2003 par exemple, ou 2019 pour fin juin 2019. Par contre, si on est sur un scénario pessimiste, alors c'est ce RCP 8.5, alors attendez, voilà où on irait. Alors avec des durées beaucoup plus longues et avec des températures moyennes beaucoup plus élevées, donc aussi la taille de la bulle varie en fonction de l'intensité. Donc avec des impacts à la fois, bien sûr, sur la vie quotidienne, le confort thermique par exemple dans les villes, mais sur les ressources en eau, sur l'agriculture, sur la forêt, bon, etc. Bon, là je vous montre ce scénario-là, mais c'est le scénario à éviter, parce que là, on irait déjà on va droit dans le mur actuellement, mais si on continue, voilà vers où on irait, et là il y aurait, bon, ce serait vraiment une grave conséquence en fait à l'échelle régionale comme locale. Je rappelle que le 28 juin 2019, on a atteint 46 degrés dans le sud de la France, à Bérargues. On était plutôt à 43, entre 43 et 44 degrés dans notre région. Et là, vous voyez, donc là, c'était le 28 juin 2019. Et là, on est en train de vivre une vague de chaleur très précoce, qui est caractérisée par sa précocité, avec des températures qui vont atteindre les 40 degrés d'ici la fin de la semaine. Et si vous voulez, à la fois cette année, il y a la température qui est très élevée lors de cette vague de chaleur, mais elle est accentuée, enfin les effets sont accentués par la sécheresse hivernale, la sécheresse du printemps, de ce début d'été. Et donc on se retrouve avec des sols extrêmement secs, des débits de cours d'eau qui sont très faibles et des précipitations, enfin des températures plutôt élevées. Mais il faut comprendre hein, que en fait, ce changement climatique, ça veut dire que l'été va commencer plus tôt, que les sécheresses seront plus longues, plus intenses. Alors quand je dis plus tôt, il commencera fin mai et s'arrêtera fin septembre au mois d'octobre. Et donc dans cet intervalle-là, des vagues de chaleur, des canicules, des sécheresses, et puis des prélèvements d'eau qui seront avec nos activités humaines, de la végétation qui ira chercher l'eau aussi, et donc on va se retrouver dans des sécheresses qui seront sévères. Alors, le GREC Sud a réalisé en décembre 2018 un cahier. C'était le premier cahier territorial en fait du GREC Sud, et il portait sur la métropole Aix-Marseille-Provence. Alors voilà quelques indicateurs. Donc ici, évolution des températures moyennes de l'air à Marignane depuis 60 ans. Hein. Alors pourquoi 60 ans hein? C'est parce que Météo France a une profondeur d'historique pour certaines stations qui sont intéressantes pour voir ces évolutions-là. Mais on n'a pas pour toutes les stations météo des données depuis le début du XXe siècle, par exemple. Donc, on regarde un petit peu ce qui se passe depuis ici de 1960 sur Marianne et on voit en fait, là, ce sont les anomalies de température par rapport à une normale. Et on voit que la température ces anomalies sont systématiquement positives et donc avec des plus 2, des plus 1 degré, 1,5, etc. En fonction des années. Ça, c'est la variabilité interannuelle du climat. Alors ça, c'était pour les températures moyennes annuelles, mais on le voit en été que, bien, on n'a pas du 2 degrés, c'est plutôt du 3, du 4 degrés de certaines années. 2003, on était à plus 5 degrés, un petit peu plus.
Et donc, on voit bien que les anomalies sont aujourd'hui généralisées et systématiques, au moins en tout cas sur certains postes. Et c'est le cas en tout cas en métropole Aix-Marseille-Provence. Et ici, précipitations, vous voyez alors un signal, alors on voit pour les précipitations, pour les cumuls annuels, que eh bien, on a des années sèches, des années humides, et donc ça c'est toujours cette variabilité interannuelle du climat, mais on n'a pas de signal fort, si vous voulez, sur les cumuls annuels. Par contre, toujours à Marignane, sur cette station de référence, on a un cumul hivernal des précipitations qui est en baisse, par exemple. C'est le cas aussi du printemps. Et on voit que là, donc, on a des tendances saisonnières qui sont variables en fonction des territoires et en fonction des postes. Alors, dans le futur, où on va, en tout cas sur la métropole Aix-Marseille-Provence, on voit sur les horizons proches, en tout cas sur, alors là c'est les périodes de sécheresse, pardon, annuelles, donc on va commencer par le graphique du bas. Donc les anomalies de température saisonnières ici, on voit qu'en fonction des horizons proches, c'est-à-dire 2035, des horizons moyens 2055 et horizons lointains 2085, eh bien on voit que cette hausse de la température se renforce et elle est d'autant plus forte pour le scénario pessimiste ici, c'est-à-dire le RCP 8.5, sachant que le RCP 4.5 est le scénario intermédiaire. Voilà. Et puis donc cette hausse de la température, cette évolution du régime de précipitation va provoquer des périodes de sécheresse et donc qui vont s'allonger. Et là aussi, on voit en fonction des horizons, qui sont horizons proches, moyens ou lointains, et en fonction du scénario intermédiaire ou pessimiste, eh bien on voit que on a un nombre de jours supplémentaires par rapport à aujourd'hui de sécheresse. Alors déjà qu'on est en climat méditerranéen, déjà que la situation est difficile, eh bien, on va vers des difficultés plus grandes encore. Là, juste, j'avais mis un nombre de nuits tropicales. Alors, par rapport à la période de 1976-2005, on aurait, d'ici, on va dire les années 2050-2055, eh bien 18 à 28 jours, en fonction des scénarios, supplémentaires de nuits tropicales, c'est-à-dire cette température qui ne baisse pas en dessous de 20 degrés Celsius la nuit. Alors, exemple de carte, là, je vous montre un petit peu, et à savoir, la métropole Aix-Marseille-Provence a à sa disposition donc sur leur service SIG des cartes à la fois de température et de précipitation. Donc là, on voit par exemple la température moyenne annuelle sur la période 1996-2015, c'est-à-dire la période récente, presque à considérer la période actuelle. Ça changerait peu si on prenait jusqu'en 2022, ça serait un petit peu plus chaud quand même. Donc, période actuelle. Ici, c'est la période 2035 pour le scénario intermédiaire. Ici, c'est pour le scénario, vous voyez, alors 2035, c'est dans pas longtemps. Donc, on voit déjà qu'en fonction des scénarios, on a une hausse qui est différente. Donc, pour le pessimiste, c'est plus élevé. Et par contre, après, si on va un peu plus loin, 2055, là, on a le scénario intermédiaire et surtout, là, le scénario 8.5. Donc, c'est là où il y a un basculement, si vous voulez. C'est que sur cette période 2040, 2045, 50, avec les scénarios socio-économiques les plus pessimistes, en tout cas pour le 8.5, on a cette hausse généralisée de la température et donc on le voit à l'échelle de la métropole ici. Là, c'est en 3D, mais donc température maximale en été, donc sur la période ici, la période actuelle, donc aujourd'hui qui est comprise en fonction de l'altitude entre 23 degrés 1 et 30,7. Et voilà, on irait, donc on aurait une hausse de 2,4 à 2,5 degrés Celsius sur l'ensemble de ce territoire-là à l'horizon 2055. Alors c'est valable, vous voyez, c'est en plaine comme un peu en altitude. Bon, c'est la métropole Aix-Marseille-Provence, vous n'avez pas de haute montagne. Par exemple, mais à Vauvenargues, qui est à 560 mètres d'altitude, entre aujourd'hui et 2055, le nombre de journées très chaudes, c'est-à-dire des journées supérieures à 35 degrés, à 565 mètres d'altitude, serait multiplié par 2,5 selon le scénario intermédiaire et par 5 selon le scénario pessimiste.
Donc là, on y reviendra peut-être lors des échanges, mais je voulais juste entrevoir un petit peu la problématique, si vous voulez revenir après. Donc là, on voit les surfaces artificialisées de la métropole Aix-Marseille-Provence. Et pourquoi je vous montre ça? C'est qu'il y a ces îlots de chaleur urbains que l'on constate, que l'on enregistre dans les grandes villes comme les petites villes. Ça, c'est important de le savoir. Alors, les îlots de chaleur urbains, en fait, c'est cet écart de température entre le cœur des villes, si vous voulez, entre les espaces urbains et les espaces périphériques, agricoles, par exemple, ou forestiers. Et donc, les causes de ces îlots de chaleur urbains, c'est la densité du bâti, sont caractéristiques des matériaux, l'absence de végétation, etc. Mais l'îlot de chaleur urbain, il faut savoir a des effets, un confort thermique à différents degrés, hein, on peut aller jusqu'à l'hospitalisation, la surmortalité, mais donc ça a des enjeux sanitaires. En 2003, par exemple, la surmortalité a été de 40% plus élevée dans les petites et moyennes villes et 80% plus élevée, alors là c'est à l'échelle nationale, hein, plus élevée à Lyon et 141% à Paris. Alors, à combiner avec les eaux de chaleur urbain, pour les enjeux sanitaires, c'est la pollution de l'air. La pollution de l'air, Atmosud travaille sur le sujet, donc elle a une cartographie. Si on superpose en fait les îlots de chaleur urbains et la pollution de l'air, eh bien, c'est là où on peut voir quels sont les enjeux sanitaires, quelles sont les conséquences, et finalement, quelles sont les conséquences sur la santé des habitants de cette métropole. Alors, l'évolution des précipitations à l'échelle régionale et métropolitaine, bon, grande incertitude, hein, diminution alors à l'avenir, hein, donc diminution annuelle de 10 à 20% sur le long terme, maintien ou hausse du cumul hivernal. En tout cas, vous avez vu, hein, tout à l'heure, je vous ai dit baisse, mais on irait peut-être vers un maintien, en tout cas, on irait vers un maintien par rapport à aujourd'hui, ou une hausse du cumul hivernal, et une baisse des précipitations estivales à combiner avec la hausse des températures, donc augmentation des sécheresses estivales en durée et en intensité. Et nous, c'est vrai que dans la région, on a un château d'eau, ce sont les Alpes, et bien, regardez ce qui se passe cette année, un hiver quasiment avec un peu de neige. Je vous disais tout à l'heure, une sécheresse qui perdure depuis cet hiver, et donc on se retrouve avec un lac de Serponçon à un très bas niveau, avec des débits de cours d'eau qui sont très bas aussi, et on se retrouve avec des restrictions d'eau d'ores et déjà. Alors à savoir, mais ça c'est juste donc sur les précipitations en fait, souvent vous entendez un chiffre, je vous donne un chiffre, mais en fait il y a différents modèles qui tournent et on a des fourchettes en fait entre les valeurs les plus hautes et les plus basses. Et souvent on vous donne la médiane, mais en fait on sait à peu près tout ce qui va se passer, en tout cas quand on est dans ces fourchettes, on pourrait considérer des fourchettes d'incertitude, hein, mais ça veut dire qu'on peut travailler en prenant en compte ces fourchettes d'incertitude. Alors ici, je vous montrais des cartes pour les températures. Maintenant, je vous montre pour les précipitations. Situation actuelle. Hop, une augmentation des précipitations. Alors non, une baisse des précipitations d'ici 2035 avec le scénario pessimiste 8.5. Voilà, et puis là, c'est toujours le scénario 8.5, et puis là, c'est la situation en 2055. Et ces cartes sont disponibles là aussi auprès de la métropole. À savoir, donc ces précipitations, voilà, il y a ce signal incertain, mais quand même des tendances saisonnières qui sont déjà enregistrées, des indicateurs dont on dispose pour permettre de travailler à court, moyen et long terme. Mais à savoir, hein, au sujet des précipitations, ben, ce sont les plus extrêmes. On constate une augmentation des épisodes méditerranéens depuis le milieu du XXe siècle, donc depuis une cinquantaine d'années en fait. Et donc on a une intensité des épisodes qui est en hausse d'environ 22% en région méditerranéenne, et un doublement de la fréquence des événements dépassant un seuil de 200 mm, c'est-à-dire, alors 200 mm de pluie par jour, c'est-à-dire 200 litres par mètre carré. Les surfaces touchées sont également en hausse. Voilà. Et tout ce qui est en fait crue décennale, centennale, en fait, ça n'aura bientôt plus de sens, parce que en fait, surtout avec cette fréquence et cette intensité, eh bien, ça va bouleverser nos calculs, et puis voilà, ça n'aura plus de sens. Voilà. En tout cas, il faudra le réviser. À savoir, hein, par exemple, quand on vous dit hausse des précipitations extrêmes, il y avait par exemple à Aix, il y avait eu au mois de septembre 1993 222 mm, donc ça veut dire qu'on pourrait aller peut-être vers des 240, 250 mm à l'avenir sur des épisodes similaires.
regardez ce qui s'est passé à Saint-Martin-Vésubie, 500 mm de précipitations. Alors, on est dans une situation particulière, ce sont les Alpes-Maritimes, avec le relief, etc. Mais en tout cas, on a atteint 500 mm de pluie, et puis j'ai même appris qu'il y avait eu 680 mm de pluie sur les hauteurs de Saint-Martin-Vésubie. Alors, ici, on a aussi des données pour montrer quels seront les débits moyens des cours d'eau à l'avenir, avec des moins 10 à moins 10, moins 20, moins 30%, avec ces cours d'eau à la fois littoraux, mais ces cours d'eau, en fait, qui sont alimentés par les cours d'eau plus en amont, souvent, et on voit ces baisses ici à l'écran. Alors ça, j'en parlerai plus tard alors c'est parce que ça aura bien sûr ces débits qui vont changer, vont avoir des effets aussi sur des systèmes comme celui de l'accro, qui est une approche systémique avec le lien entre ressources en eau, Ubaye-Durance et l'accro, et puis avec la question du partage de l'eau. Alors pour les Bouches-du-Rhône, pour la métropole, on voit aussi une augmentation des incendies. Avec les conditions, en tout cas l'augmentation du nombre de jours pour lesquels les conditions sont propices au déclenchement d'incendies, et notamment aux incendies extrêmes. Et on voit que la métropole ici est très concernée. On voit la situation actuelle et la situation future, en tout cas dans un cas de scénario pessimiste. Donc là, juste pour montrer qu'il y a aussi des cartes qui montrent, par exemple, Marseille, en fonction de l'horizon futur, en fonction des scénarios, pourrait tendre vers un climat napolitain ou un climat du sud de l'Italie dans la botte. Alors tout à l'heure, je vous parlais de la hausse du niveau des océans et des mers, et puis la métropole, c'est 255 km de littoral côtier lagunaire. Donc des bouleversements anticipés. Alors c'est vrai qu'il y a une côte rocheuse qui est 10, 20 ou 30 cm de plus ou davantage, ça n'aura pas de conséquences très fortes, et encore c'est à nuancer, mais vous avez des secteurs comme l'Accro par exemple, ou le littoral de l'étang de Berre. Eh bien, si vous ajoutez 40 ou 80 cm, je vous ai dit tout à l'heure, à la fin du siècle, en élévation du niveau des mers, donc 80 cm en plus. Bon, vous voyez, il y aura des effets à la fois sur les écosystèmes côtiers, sur les aménagements en bordure sur la côte. Donc, c'est vraiment l'un des sujets importants à l'échelle métropolitaine. Bon, voilà, un bilan général, je vais finir là-dessus. Et puis derrière, c'est vrai que moi, sur l'adaptation et l'atténuation, je pense qu'on peut le faire pendant la discussion. Donc, vous avez compris, augmentation des températures, un signal plus incertain sur les précipitations, mais des tendances qui se dessinent. Donc, les excès du climat métropolitain seront renforcés. Ça, c'est certain aussi. Des besoins en froid des plantes, par exemple, ne seront plus assurés comme aujourd'hui, ce qui perturbera la phénologie, donc le cycle végétatif des plantes. Nous aurons probablement des étés similaires à 2003, en tout cas ils seront plus fréquents et peut-être plus intenses encore, notamment dans la deuxième partie de ce siècle, si scénario pessimiste. L'hiver sera plus court et les limites des intersaisons plus floues. Donc après, je ne vais pas tout lire, avec des îlots de chaleur urbains aussi. Donc, sur ce bilan général, en fait, il faut se poser, et peut-être vous prendrez le temps de le lire, pour bien prendre conscience de ces bouleversements à venir. Donc, l'avenir de la métropole dépendra des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, bien sûr, mais aussi des polluants émis localement, que ça vienne des industries de l'étang de Berre, du transport résidentiel, et puis toutes les activités des entreprises aussi. Et donc, il faut privilégier une approche systémique à différentes échelles spatiales et mettre en œuvre au plus vite des actions d'atténuation des gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là, et au moins on peut être davantage sur les questions-réponses si ça convient. Parfait. Merci beaucoup, Philippe, pour ta présentation. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, on t'entend très bien. Parfait.
Donc, il y a déjà une question dans la conversation sur les projections, sur les DRIA, sur les pluies extrêmes qui sont faibles sur 24 heures. Est-ce que tu peux confirmer, difficile de les prendre en compte pour les études en hydrologie? Alors oui, c'est difficile parce que c'est vrai qu'il y a une augmentation de l'intensité et de la fréquence. On le sait, on le constate déjà. Alors, les projections climatiques DRIAS dont vous parlez, la difficulté, c'est qu'elles sont à 8 km de résolution spatiale, c'est-à-dire que c'est une moyenne de ce qui se passe sur 64 km². Alors, parfois, on va prendre une maille ou plusieurs mailles et on va se dire, tiens, il n'y a pas trop d'évolution. Mais en fait, ce qui est important, c'est de savoir ce qui se passe à l'intérieur de ces mailles, parce que, comme je vous le disais, c'est une moyenne, et on peut très bien avoir à l'intérieur de ces 64 km² des pluies extrêmes, alors qu'ailleurs, il ne se passe rien, parce que les pluies sont des événements très localisés, en fait. Mais quand on regarde les études scientifiques, quand on sait que plus l'atmosphère est chaude, plus il peut se charger en humidité, eh bien, ces événements climatiques extrêmes, je le répète, seront plus fréquents, plus intenses. Il y a moyen quand même, dans les études hydrauliques, de les prendre en compte, alors sous forme de probabilité, et puis sous forme de volume aussi, Ah, sur des temps très courts. les certificats. Voilà. Merci. Est-ce que d'autres... j'ai vu que Pierre Roubain avait la main levée. Est-ce que c'est pour une question? Pardon, c'est une mauvaise utilisation. D'accord, bon, bah, Je l'ai c'est pas une compris. question. Mais merci pour ce bilan très complet. J'ai relevé beaucoup d'informations intéressantes. Bon, après, s'il y a des questions, tant mieux. Sinon, à ce moment-là, moi, je peux aller sur les pistes d'adaptation et d'atténuation, si vous voulez, alors qui restent générales, mais qui sont applicables. Alors, j'en parlais d'ailleurs lors de la séance à la métropole Nice-Côte d'Azur, mais on pourrait y revenir ici, parce que finalement, ces pistes d'adaptation et d'atténuation, même si elles doivent être adaptées et remises dans leur contexte local, eh bien, ce sont quand même des pistes qui sont similaires. Je vais là-dessus, et puis s'il y a d'autres questions, on verra. Donc, sur les pistes d'adaptation et d'atténuation, hein, donc bien sûr, c'est maîtriser l'étalement urbain et périurbain, donc avec cette idée de stopper l'imperméabilisation des sols. Hein, vous avez la zéro artificialisation nette, cette réglementation qui arrive avec cette difficulté, hein, c'est comment, alors les élus se posent la question, c'est comment développer mon territoire si je ne peux plus l'artificialiser, si je ne l'artificialise pas, c'est foutu, il n'y a plus d'attractivité. Eh bien, cette activité doit évoluer, en fait, et ce sont si vous voulez, c'est le visage de cette attractivité qui doit changer, qui doit évoluer. C'est le regard qui doit évoluer sur l'attractivité des espaces urbains et périurbains, mais pas seulement. Hein, c'est les territoires aussi agricoles, les territoires ruraux, etc. Donc, maîtriser l'étalement urbain et périurbain, parce que quand vous imperméabilisez votre sol, par exemple, pour les îlots de chaleur urbains, ça renforce vos îlots de chaleur urbains. Quand vous imperméabilisez, quand il y a des pluies intenses, cette eau ne pénètre pas dans le sol, au moins partiellement. Donc, on a des enjeux de biodiversité aussi. On pourrait y passer la journée. Donc, il va falloir réaménager aussi les zones sensibles du littoral pour éviter les phénomènes de submersion, hein, et de conserver l'intégralité, au moins partielle, du front de mer. Donc, important aussi, c'est favoriser la planification territoriale sur le long terme, alors à court, moyen et long terme. Hein. Vous voyez qu'aujourd'hui, pour s'engager dans les transitions, eh bien, les territoires ont énormément de difficultés. Comment s'approprier ces transitions? Comment développer mon territoire? Quels choix? Quelles actions mettre en œuvre? Et là, eh bien, du coup, ils se retrouvent face à des difficultés majeures. En plus, quand on leur dit « ayez une approche systémique », eh bien, ils se retrouvent un petit peu perdus. Mais en tout cas, du diagnostic jusqu'à la planification, eh bien, il faut franchir des étapes, que ce soit l'étape de diagnostic, il y a des étapes de consultation, il y a de la prospective, des exercices de prospective à tenir, il y a la mobilisation à la fois des élus, des acteurs socio-économiques
et des citoyens, parce que en fait, quand vous avez un projet de territoire, il faut que tous les acteurs l'acceptent, au moins en majorité, pouvoir tendre vers ce territoire, pour pouvoir accepter en fait eh bien, Excusez-moi. les changements. Oui. Excusez-moi. Si vous avez une présentation, il n'y a plus de partage de l'écran, donc on ne voit rien. Oui, j'ai la présentation, mais je vous la partage si vous voulez. Hop, mais vous verrez, c'est ce que je dis, mais il n'y a pas de souci. Je la mets. Hop. Vous l'avez à nouveau? Merci. Voilà, donc vous voyez, donc j'étais sur cette planification, donc ces phases de concertation, de mobilisation, de travail en commun finalement. Et donc on peut s'appuyer aussi à travers cette planification sur les plans régionaux, sur les plans climat comme le SRADET, avec son plan climat, avec en tout cas qui intègre le climat, les plans climat, air, énergie territoriaux, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, etc. Donc, dans l'idée aussi des pistes d'adaptation et d'atténuation, c'est de préserver la diversité et la richesse des écosystèmes terrestres, tous milieux confondus, alors ça écosystèmes terrestres et marins, et conserver leur capacité de résilience. Et c'est une des difficultés quand on a un changement si rapide de climat. Renforcer les continuités écologiques et les corridors de déplacement vitaux, favoriser la nature en ville. Alors ça va jouer un rôle notamment pour lutter contre les ICU. Alors attention aux idées reçues, parfois aussi, parce que quand vous mettez des capteurs en ville, vous voyez que parfois les secteurs que l'on considère les plus frais ne le sont pas forcément, d'accord? Ou en tout cas, par intuition, on se dit ce secteur-là va être plus frais ou plus chaud. Et puis, ce n'est pas toujours le cas parce que ça va dépendre de la circulation de l'air, par exemple, de l'environnement local, du type de sol, etc. Donc, la nature en ville, par contre, pour la biodiversité en ville, pour le bien-être des habitants, très important. Parfois pour limiter aussi les îlots de chaleur urbains, mais il y a aussi d'autres solutions pour les îlots de chaleur urbains en tout cas. Encourager la sylviculture adaptative, donc c'est cette gestion des forêts pour conserver, enfin pour en tout cas préserver la santé des arbres. Voilà, parce que quand on vous parle de séquestration de carbone, par exemple, par les arbres, par les forêts, si vos arbres sont en mauvaise santé, ils ne séquestrent quasiment, enfin, ils séquestrent peu de carbone, voire en période de canicule, peuvent en émettre. Donc, il faut avoir une santé, des forêts en bonne santé. Donc, augmenter les surfaces agricoles dédiées à l'alimentaire, tout en adaptant les pratiques agricoles, que ce soit l'agroforesterie ou l'agriculture de conservation. Il faut sécuriser les approvisionnements, favoriser, alors là, aussi bien alimentaire pour l'eau aussi, etc. Et favoriser le développement des circuits courts et éviter les gaspillages alimentaires à travers notamment les PAT, les plans alimentaires territoriaux. Si je continue, là, c'est la troisième diapo sur 3, donc gérer et partager les ressources en eau. Alors partager, je le disais tout à l'heure pour l'accro, il arrive à un moment où quand il y a suffisamment d'eau, le partage de l'eau se fait. Si déjà quand on est en période de restriction, eh bien, il y a des tensions, et si ces restrictions sont généralisées sur le long terme, vous allez voir comment vont réagir les usagers. Et donc, il faut anticiper et pouvoir essayer de à la fois d'économiser l'eau, d'optimiser cette ressource en eau, notamment pour tout ce qui est irrigation, etc., pour continuer à avoir suffisamment d'eau pour répondre aux besoins et éviter à un moment donné les tensions, que ce soit pour les usagers, pour l'agriculture, pour le tourisme, pour les villes, etc. C'est l'un des enjeux majeurs dans notre région. Bien sûr, réduire les pollutions locales et dégradation des sols, privilégier la mobilité douce, le transport collectif, le covoiturage, etc. Développer les énergies renouvelables. Vous avez vu un petit peu la difficulté sur cette métropole aussi de développer les énergies renouvelables. Autant on va accepter les panneaux photovoltaïques avec tout ce que ça peut apporter de positif, mais aussi il faut bien réfléchir aux stratégies de développement des énergies renouvelables. Autant l'éolien, ça pose beaucoup plus de problèmes. On a eu le développement de parcs éoliens, on en a un au large de Port-Saint-Louis qui va se mettre en place, mais beaucoup de résistance en fait par rapport à l'éolien de tous, des différents acteurs. Et à un moment donné, il faut se poser la question aussi, est-ce que les enjeux sont tels, est-ce qu'il ne vaut mieux pas accepter un parc éolien dans le paysage pour apporter de l'énergie
locales ou des territoires. Proposer un tourisme plus sobre et respectueux de l'environnement, surveiller les phénomènes de retrait ou gonflement des argiles, ça je l'avais mis surtout pour NCA, là je n'ai pas d'ailleurs sur la métropole, la question ne s'était pas posée, mais elle se pose peut-être à voir, et améliorer les systèmes d'alerte pour limiter le nombre de victimes et les dégâts, notamment en cas d'inondation, par exemple. Donc en conclusion, un système climatique profondément bouleversé, des enjeux majeurs à prendre en compte, alors dès aujourd'hui à l'échelle globale et locale, ça veut dire que même si la métropole Aix-Marseille-Provence se montrait exemplaire en termes d'adaptation et d'atténuation, en fait, c'est pas parce que la métropole soit exemplaire que ça changerait quelque chose sur le climat dans le monde. Il faut que tous les territoires, en France, en Europe et dans le monde, participent à cet effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre et mettent en place des mesures d'adaptation pour protéger la population, mais aussi pour protéger ces écosystèmes. Une inévitable mise en place de stratégies d'adaptation au changement climatique et d'atténuation. Donc là, quand je dis ça, et avec ce que je viens de dire, c'est qu'on doit tendre vers une évolution généralisée des pratiques. Alors des pratiques professionnelles, des pratiques individuelles, des pratiques collectives, etc. Là aussi, c'est un effort de tous. Cette idée aussi qu'il est nécessaire de décloisonner les communautés, et notamment ici, je m'adresse à vous, entreprises publiques et privées, donc de rapprocher les entreprises de la communauté scientifique, mais aussi que ce dialogue soit à la fois avec les scientifiques, avec les élus, avec les agents des collectivités, avec les acteurs socio-économiques, avec les citoyens. C'est difficile, ça prend parfois un peu de temps, mais c'est nécessaire pour aller de l'avant. Et comme je le disais tout à l'heure, pour que les mesures mises en place soient acceptées par le plus grand nombre. Et donc, les transitions passent par la sensibilisation, l'information et l'accompagnement des acteurs régionaux. Et bon, ça a été dit. Là aussi, les approches collaboratives et partenariales, ça a été dit. Multiplier les échanges, penser le long terme. Voilà. Alors, il y a une chose aussi, je vais peut-être insister pour finir, c'est penser à la convergence des problématiques et valoriser les co-bénéfices. Tout à l'heure, je vous disais, par exemple en ville, s'il y a de la nature en ville, vous augmentez la biodiversité dans votre ville. S'il y a des arbres, il y a des espaces agréables pour se promener, pour le bien-être de la population, c'est bon. S'il y a des arbres, il y a de l'ombre, c'est agréable de se promener, même quand il fait chaud. Donc, on peut aussi, si on arrive à avoir suffisamment de ressources en eau, si vous arrivez à arroser vos arbres, donc ça va réduire, ça va augmenter l'évapotranspiration, ça va réduire la température dans votre environnement urbain. Donc, cela va être une bonne chose et ça va avoir des impacts, bien sûr, sur votre environnement urbain, sur votre biodiversité urbaine, mais sur votre santé, donc sur votre santé personnelle, la santé de votre famille. Parce que quand vous avez, par exemple, comme aujourd'hui, et puis dans les jours à venir, 38, 40 degrés, voire plus, en fait, les organismes souffrent. Et les plus vulnérables, comme les personnes âgées, les personnes enceintes, et en tout cas sur cette question-là de chaleur. Hein. Et pour les enfants, en fait, eh bien, ils souffrent davantage que les autres. Et c'est là où on peut aller vers les hydratations, les malaises, les hospitalisations, voire la surmortalité. Donc c'est vraiment des enjeux cruciaux. Et puis voilà, je vais finir peut-être par développer l'économie du partage et retisser le lien social. Je pense qu'il y a un moment donné aussi, il faut penser à tous, et à la fois les plus privilégiés et les moins privilégiés, pour pouvoir protéger. Quand on dit protéger la population, c'est pas protéger ceux qui en ont le moins besoin, c'est aussi aller vers les plus précaires. Voilà, je vais terminer là-dessus cette présentation. Si vous avez des questions, je vous écoute. Merci beaucoup, Philippe. Est-ce que quelqu'un a des questions, une remarque? Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Alors, j'ai bien entendu toutes les propositions d'atténuation que vous évoquiez. Est-ce qu'il a été fait un travail, on va dire, qui permet d'identifier d'ores et déjà les exemples concrets
de solutions ou d'actions menées sur le territoire pour justement partager, on va dire, des choses qui existent, qui ont été déployées de manière, on va dire, très localisée, qui pourraient se déployer à plus grande échelle, mais des exemples concrets par rapport à ce qui existe déjà sur notre territoire de la métropole. Alors, il y a un travail en cours au niveau du Grec Sud, la plateforme. Alors ça, c'est une plateforme qui est développée, une plateforme web mapping, qui va localiser dans la région toutes les actions concrètes qui ont été menées sur des territoires, que ce soit de l'atténuation ou de l'adaptation. Ça veut dire comment ça va se matérialiser. Vous aurez votre carte web mapping, vous aurez la localisation des différentes actions. Ça pourrait être, vous pourrez faire des filtres thématiques. Et donc, je dis n'importe quoi, vous êtes dans l'agriculture, vous allez taper agriculture, vous aurez une sous-déclinaison aussi, je dis n'importe quoi, blé ou je ne sais pas. Et donc là, vous allez avoir une sélection et vous allez avoir une série en fait d'actions qui ont été menées. Alors, ça peut être les îlots de chaleur urbains aussi, hein, c'est tout thème. Et donc, ça veut dire que les territoires ou les acteurs, en tout cas, qui s'intéressent à ces questions, vont pouvoir s'inspirer d'actions déjà réalisées, à la fois pour peut-être des actions similaires parce que ça correspond bien aux besoins, ou, et ce sera davantage le cas, c'est s'inspirer de ces actions-là pour les adapter parfaitement à leur territoire et à leurs activités. Donc là, il y a ce travail qui est mené par le Grec Sud. D'ailleurs, ça va être en fait, c'est à l'échelle régionale, mais il va avoir aussi un regard, parce qu'il y a une convention qui a été signée entre la région, la fédération, enfin tous les parcs de la région et le Grec Sud pour différentes actions, révision des chartes, formation, sensibilisation, mais aussi donc créer un observatoire, laboratoire des transitions. Et dans cet observatoire, il y a ce recensement en fait des actions climatiques qui sont menées à l'échelle régionale et à l'échelle des parcs, en tout cas dans le cadre de cette convention. Le Grec Sud n'est pas le seul à travailler là-dessus. Il y a le CPIE du pays, le Rhône, Pays d'Arles, qui aussi s'intéresse à la question et on a déjà échangé pour qu'à un moment donné, leur inventaire, leur recensement d'actions puisse aussi être affiché sur cette plateforme régionale du Grec Sud. Donc après, il y a des initiatives nationales, alors des initiatives locales, mais aussi nationales, qui ont été menées avec un recensement de ces actions-là. Mais si vous voulez, je peux finir là-dessus, on n'en est qu'au début. On n'en est qu'au début, donc il faut aller plus loin, il faut aller plus vite. Quand on voit les difficultés, je leur parlais tout à l'heure des territoires, eh bien, c'est évidemment, s'il y en a des bonnes actions qui sont menées, des actions exemplaires et qui marchent en plus, eh bien, ça peut être inspirant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui ne marche pas. Et ça veut dire que il y a des actions aussi qui seront identifiées en ce sens-là pour dire voilà, ce projet a été positif sur un certain côté, mais sur d'autres il y a eu des difficultés. Quelles ont été ces difficultés? Et puis là, il sera temps d'aller plus loin et de prendre contact avec les personnes qui ont mené les différents projets. Voilà. Mais en tout cas, oui, c'est une bonne question et ça fait partie des attentes en fait, des acteurs régionaux. Merci. Nicolas, tu as levé la main. Oui, bonjour à tous. Nicolas Blanchemin, je fais partie d'un bureau d'études qui s'appelle Antea Group. Moi, je suis hydrogéologue, donc plutôt spécialisé eaux souterraines. Ça, c'est pour la présentation. Par rapport à la question qui vient d'être posée sur des exemples concrets, sur le territoire métropolitain, je n'ai pas la prétention de les connaître de manière exhaustive, mais j'ai en tête que des communes comme la ville de Miramas, la ville de Miramas est un peu un laboratoire de ma vision sur de nouvelles solutions, par exemple des solutions fondées sur la nature. Des enjeux de transition, développement des ENR, etc. Il y a aussi, ça a été évoqué dans les pistes d'action, beaucoup d'enjeux sur la géothermie. Marseille est sur certains secteurs, notamment alimentés par de la thalassothermie, donc sur les eaux de mer. On participe au sein de notre bureau d'études à un fort développement sur cette solution parce qu'on y croit. Il faut savoir que Marseille, c'est un bassin qui est très épais et peu aquifère, où il y a peu d'eau. C'est des formations qu'on appelle oligocènes, mais qui sont en contrepartie très favorables à de la géothermie sur sonde, par exemple. Vous avez peut-être noté qu'il y a tout un projet de rénovation des écoles
Il y a, je crois, 470 écoles et autres bâtiments qui pourraient recourir à ce type d'énergie, qui sont vraiment économes, performants, et il faut le savoir, subventionnés par l'ADEME et la région de manière importante. Il y a aussi des projets de récupération, de traitement des eaux usées et de récupération de ces eaux pour ne pas les gaspiller, pour l'agriculture et autres. Il y a des sujets d'agrivoltaïsme. Enfin, il y a une multiplicité de sujets quand même qui sont engagés sur la métropole et plus généralement en PACA et ailleurs, quoi. Et alors, peut-être, Monsieur Rossello, une petite question. J'ai noté récemment que Marseille avait décroché un label européen des 100 villes neutres en carbone en 2030. Est-ce que vous avez noté ça? Est-ce que vous avez des actions concrètes, des choses qui sortent de cette petite victoire, si j'ai bien compris, sur les réseaux? Alors, petite victoire, c'est 2030. On va voir si la ville y arrive. Ça va être court. Donc, ça va être très court. Alors, la victoire, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est en décrochant ce label, la ville va faire les efforts nécessaires pour essayer d'atteindre l'objectif. Va obtenir aussi des financements pour atteindre ces objectifs-là. Vous avez 100 villes, il n'y en a aucune qui va avoir envie de dire en 2030, je n'y suis pas arrivé. Donc là, pour l'instant, on est vraiment encore dans la communication. Bien sûr, il y a tout ce qui a été engagé pour ce label, un travail en amont, etc., pour dire pour voir comment la ville va pouvoir atteindre cet objectif-là. Maintenant, il faut vraiment passer à l'action. Vous voyez quelle est la situation actuelle. Il y a du boulot, quoi. Il y a un gros boulot. Et par contre, moi, j'ai envie d'y croire. Hein. J'ai envie d'y croire parce que, justement, s'il y a un challenge, un défi, je pense que ce soit la ville, la métropole, la région, l'État, l'Europe va aider, en fait, la ville à mettre en place ces actions pour devenir neutre en 2030. Et ce serait formidable, hein, vu la situation, je répète, actuelle de la ville de Marseille, qui est carrément inquiétante. Voilà. Alors, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit. Alors, c'est vrai que Miramas est exemplaire, enfin, en tout cas, mène des actions intéressantes sur son territoire, que ce soit son PAT, donc le projet alimentaire territorial. D'ailleurs, j'ai dit le plan tout à l'heure, c'était bien projet. Et puis aussi sur cette volonté d'amener l'eau au cœur de la ville et avec la végétalisation aussi. Voilà. Donc il y a ce territoire-là. Bon, après, il y en a d'autres. Hein. Il y a Mouansartou qui fait de gros efforts aussi sur le PAT. Voilà. On pourrait multiplier. Alors, je vous invite d'ailleurs, j'en ai pas parlé, sur le site web du GREC Sud, il y a un cahier qui est tout récent sur les solutions concrètes. Alors, c'est à l'échelle régionale, mais avec des exemples à l'échelle locale. Voilà. Donc, vous pourriez déjà, c'est une première source d'inspiration, mais je le répète, le GREC Sud n'est pas le seul à travailler sur les solutions, qu'elles soient d'adaptation ou d'atténuation. Vous pouvez mettre le lien dans le chat, c'est possible? Oui, je peux, pas de souci. Merci beaucoup. Juste pour compléter, Philippe, je rebondis évidemment sur cette dernière remarque que tu viens de faire, puisque effectivement, au regard des solutions et des préconisations donc faites par le GREC Sud sur les possibilités d'adaptation et de mise en place de projets sur nos territoires, bien évidemment, EA Éco-Entreprises également, avec justement les opérateurs, hein, les acteurs économiques qui sont membres du réseau et qui portent tous des solutions dans les différents domaines, biodiversité, gestion des ressources, économie circulaire, etc. Vous avez aussi, enfin, il est aussi possible de sourcer, entre guillemets, des éco-entreprises de tailles diverses et variées qui peuvent effectivement, sur le plan local, apporter leur expertise et leur technologie pour justement répondre aux enjeux. Et c'est tout l'intérêt, je dirais,
de ces co-animations, de ces co-constructions et de ces partenariats qu'on essaye tous ensemble de mener pour justement amener le maximum d'acteurs dans des projets concrets, efficaces, efficients et évidemment faire un retour sur les bonnes pratiques qui sont menées en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors tout à fait. Alors, je pense que les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, ont un rôle majeur à jouer, hein. Voilà, elles génèrent de l'activité, c'est du transport, à travers toutes vos activités, en fait, en tout cas pour les entreprises, eh bien, vous émettez des gaz à effet de serre. Vous pouvez compenser dans certains cas, mais même les mesures de compensation, toutes ces mesures-là ne sont pas toutes bonnes, parce qu'elles ont leurs limites. Donc il faut y voir assez clair là-dessus aussi. Mais en tout cas, par exemple, une entreprise qui fait son bilan carbone, qui réfléchit comment changer son parc son parc de véhicules pour le transport, par exemple, c'est important. Ça va jouer sur l'alimentation parce que quelqu'un qui va travailler, c'est quelqu'un qui se déplace, c'est quelqu'un qui s'alimente, c'est quelqu'un qui s'habille, c'est quelqu'un qui fait des commandes, c'est quelqu'un qui livre, bon, etc. Et donc, à travers toutes ces activités-là, on peut appliquer des mesures d'adaptation et d'atténuation. Je pense que par le réseau EA Éco-Entreprise, eh bien, c'est un excellent levier pour valoriser ces mesures-là. Alors, le GREC Sud pourrait y contribuer, mais je répète, d'autres aussi. Et finalement, tout à l'heure, je parlais de dialogue entre toutes les parties prenantes. Et au sein du réseau EA Éco-Entreprise, ce dialogue-là pourrait être instauré, pérennisé, pour pouvoir accélérer les transitions. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions, des remarques? Non. Bon, on va s'arrêter là, alors. Avant de conclure, pour les personnes qui veulent bien, si vous pouvez mettre vos caméras, histoire qu'on fasse... Ah, il y a une question. Dans la conversation, en termes de retrait d'argile, la métropole est concernée, notamment le bassin marseillais et la vallée de l'Uvéone. Cela concerne principalement le sud du territoire métropolitain. Oui, l'Uvonne, pour la petite histoire, donc Charlotte Thomas étant niçoise, donc elle n'a pas encore toutes les clés du territoire d'Aix-Marseille. Alors, peut-être pour conclure aussi avec tout ce que j'ai dit déjà, hein, au niveau de la métropole, vous avez quasiment tous les enjeux du changement climatique et les risques associés, que ce soit l'agriculture, les ressources en eau, la forêt, l'urbanisme, et bien là ici l'argile, toutes les questions, donc quand je dis ressources en eau, aussi bien agricoles que pour l'eau potable, hein, les questions se posent là-dessus. Tout à l'heure je vous parlais de l'accro, si on a moins d'eau en montagne, moins d'eau qui vient de la Durance, eh bien c'est moins d'eau qui alimentera en fait la nappe phréatique de l'accro à travers l'irrigation. Ils inondent en fait les prairies régées, ils inondent, cette eau pénètre dans le sol et alimente en fait la nappe phréatique. Donc s'il y a moins d'eau, éventuellement moins de prairies irriguées, je vais simplifier au maximum, donc c'est moins d'eau dans la nappe phréatique, comme elle est peu alimentée par les précipitations, en fait, eh bien, c'est moins d'eau pour les agriculteurs, c'est moins d'eau pour les villes environnantes, comme Salon de Provence, par exemple. D'accord. Et puis, c'est toute la salinité aussi, en fait, c'est le conflit entre les eaux de la mer Méditerranée et cette nappe phréatique qui représente un risque majeur, parce que si vous avez une salinisation en fait, de votre nappe phréatique de la Crau, en fait, votre nappe de la Crau, elle est foutue. Utilisez plus l'eau. D'accord. Donc, bon, là, je n'ai pas le temps de développer, mais ce biseau salé, là, est aussi une importante question. Super. D'autres remarques ou questions? Non. Donc, ceux qui veulent bien mettre leur caméra pour qu'on fasse une petite photo. Un mur? Pour les réseaux sociaux et faire un petit souvenir.
tout cas, merci à Philippe et à toute l'équipe d'EA Éco-Entreprise d'avoir organisé ce nouveau webinaire sur le changement climatique et ses impacts. Bon, après, je peux dire une dernière chose aussi. Bon, on peut voir du positif aussi. Si on agit, on peut limiter tous ces effets-là. Et à un moment donné, il ne faut pas rester voilà, face à toutes ces nouvelles inquiétantes. Et comme je le disais tout à l'heure, on a tous un rôle à jouer, dont les entreprises, dont vous. On a notre assemblée générale demain à EA Éco-Entreprise, donc on remettra ce thème sur la table. Juste si je peux me permettre une dernière petite question, parce que j'ai entendu qu'un webinaire de ce type, il y en avait eu un sur la zone niçoise. Oui. Donc là, on est sur la partie, on va dire, ex-Marseille. Est-ce qu'il est prévu de faire la même chose sur d'autres endroits du territoire de la région? Je pense au Var, par exemple, puisque moi, je fais le grand écart entre la zone d'ex-Marseille et puis, on va dire, l'arrière-pays varois. C'est des choses qui, effectivement, sont également intéressantes. Alors, sur des périmètres peut-être un peu moins urbanisés, mais quelque part, comme on a bien constaté les écarts qu'il pouvait y avoir de température entre les centres très urbanisés, ceux qui l'étaient un petit peu moins, et je dirais que la répartition de la population fait partie aussi d'une des solutions qui doit éviter que on ait une concentration trop importante et que ces augmentations de température soient trop concentrées. Donc, est-ce que on aura un webinaire similaire sur un autre environnement, donc un peu moins urbanisé? Valérie? Enfin, alors, pour nous, il n'y a aucune difficulté. Hein. Effectivement, l'objectif avec Philippe, avec le Grec Sud, c'est de proposer différents webinaires sur différents territoires. Donc alors pour les prochains, donc le début juillet, le 7 juillet, mais je laisse Charlotte me le confirmer, un prochain webinaire sur la CASA, donc sur la communauté d'agglo de Sophia Antipolis. Un prochain, et là aussi Philippe, je te laisse valider, puisque c'est quand même en grande partie grâce à tes expertises et à tes présentations que nous pouvons assurer l'ensemble de ces webinaires. Donc un quatrième prévu en septembre, plus sur la zone de TVT, donc de Toulon, avec des problématiques liées au littoral méditerranéen et à la préservation de la biodiversité, du trait de côte, etc. Et ensuite, j'ai envie de dire, on est preneur. Alors, on est preneur sous réserve qu'évidemment Philippe accepte entre guillemets ce challenge et puisse effectivement présenter des travaux ciblés sur différents territoires. Mais c'est vraiment l'objectif, en tout cas pour EA, c'est vraiment de démultiplier et d'essayer de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux de leur propre territoire, pour que derrière, effectivement, des actions puissent être engagées plus facilement. Très bien, merci. Philippe, là-dessus. En tout cas, je confirme. Donc là, j'ai tout le monde en face de moi. Non, en fait, je n'ai plus envie du tout. Il en peut. Non, alors pour les deux prochains qui sont déjà programmés, en tout cas pour celui de début juillet, il est programmé, etc. Il n'y a pas de souci. On s'est déjà mis d'accord pour septembre avec Charlotte pour Toulon. Et alors en fait, ça va comprendre. C'est la métropole vraiment. Donc ça va être Toulon, mais les communes à côté jusqu'à l'île de Porquerolles et même Porquerolles. Donc ça va être possible. Après, moi je suis favorable aussi, il n'y a pas de souci. Donc nous on a des données localisées. Alors quand on a déjà fait des études, on a déjà les indicateurs, c'est plus facile, c'est sûr. Mais après, si on n'a pas encore travaillé dessus, ça peut permettre d'aller chercher au moins quelques indicateurs et de pouvoir avoir une approche très locale qui peut parler à la fois aux entreprises, mais ces entreprises peuvent être le relais aussi sur leur territoire auprès des élus, auprès des acteurs socio-économiques, etc. Donc, oui, je suis d'accord. Il ne faut pas que ce soit tous les jours, mais je suis d'accord. En tout cas, il y en a déjà deux et on peut continuer. Voilà, je pense que c'est intéressant pour tous. Donc, vous rentrez en contact avec Valérie pour qu'on voit comment on peut organiser ça avec
avec votre territoire, enfin les acteurs du territoire, public et privé d'ailleurs. Parfait, mais j'y manquerai pas. Merci. C'est nous qui vous remercions. Bon. Merci de l'invitation en tout cas. Ouais. Merci à tous. Merci. 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 Bonne Bonne journée. Allez, au Merci, revoir. bonne journée, au À revoir. bientôt. Du coup, À bientôt, oui. passez une très bonne Merci, au revoir. journée. Merci à vous. Au revoir.